Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Tonan dans le sac de Black, même heure à Mandiakoui, dans la région de Sang. Le journal, Isaac Thielou. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la deuxième édition des mots d'actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. La ministre de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle était face à la presse pour présenter les grandes réalisations de son département durant les 3 derniers mois. Cette conférence de presse trimestrielle est désormais instaurée dans l'agenda du département. Le projet accès à une éducation de qualité dans les régions de Caille, Sikasso, Bougouni et Koutiala est désormais lancé. Ce projet, donc ce nouveau projet, est initié par l'UNICEF pour contribuer au maintien des élèves et à leur performance à l'école. Préma Kone nous donnera les détails. Du sport, il en sera question. Fameux Douté nous parlera de la CAN des cadets, le Mali joue à la demi-finale. Et du cyclisme, on parlera de ce coup d'envoi de la 11e édition du Tour international du Mali qui sera donné à Sikasso ce dimanche. Et pour cette édition, plus de 70 coureurs sont attendus. Et on termine ce journal par la culture. Nous irons à la découverte du site archéologique de Gao Saneï. Ces sites retracent l'histoire de Gao à suivre dans ce dossier réalisé par Aliou Idrissa Maïga dans le cadre de l'année de la culture. Voilà pour le titre. Bonjour. La ministre de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle a partagé ce jeudi matin avec la presse les grandes réalisations de son département durant les 3 derniers mois. Cette conférence de presse trimestrielle est désormais instaurée dans l'agenda du département en collaboration avec la Maison de la Presse afin de prôner la transparence et avoir de meilleurs rendements. Le compte rendu est signé Barakissa Ouattara. Au premier trimestre de l'année 2025, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a procédé à l'ouverture de nouveaux centres de formation professionnelle à Sikasso et Markala avec 200 apprenants. En plus, 500 jeunes apprenants de Bamako, Moptisson et Gao ont été certifiés dans les filières maintenance des engins lourds, bâtiments, travaux publics, coiffure, esthétique, coupe-couture, élevage, maraîchage, transformation agroalimentaire, j'en passe. Ce premier trimestre aura donc été marqué par des avancées importantes. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. La réhabilitation de 6 centres de formation professionnelle dans les localités suivantes: Badougou Djoliba, Djoila, Fana, Yanfoula, Yankasso, Kemparana. Ce sont des centres qui existent déjà, mais qui sont vraiment dans un état un peu délabré. Aussi la construction du centre de formation professionnelle de Mopti, le renforcement de l'employabilité de 5000 jeunes diplômés à travers leur insertion dans des services publics et parapublics dans le cadre du 13e et 14e programme de stage de formation professionnelle de la paix. Des avancées, mais aussi des défis auxquels le département devra faire face. Oumou Salsek. Sur 168 activités planifiées par l'ensemble des structures du ministère, 60% ont été réalisées, 25% sont en cours d'exécution et 15% restent à lancer. Souvent en raison des contraintes logistiques. Comme vous le savez, ce n'est pas évident. Le département de tutelle prévoit également des missions de terrain dans les régions de Mopti et Tombouctou qui s'étendra ensuite sur toute l'étendue du territoire national. Cette conférence de presse trimestrielle est désormais inscrite dans l'agenda du département en collaboration avec la Maison de la Presse. L'objectif est de prôner la transparence au département afin d'avoir un meilleur résultat. Radio Mali à Koutiala et environ 94.5 MHz en FM. Lancement à Koutiala du projet accès à une éducation de qualité dans les régions de Caille, Sikasso, Bougouni et Koutiala. Un projet communément appelé le projet NORAD. Ce projet donc est initié par l'UNICEF pour contribuer au maintien des élèves et à leur performance à l'école. L'autonomisation et l'épanouissement des filles constituent aussi des priorités de ce projet. Reportage Brima Kone, Amadou Doulou et Astant Vertier. Le projet Accès à une éducation de qualité dans les régions de Caille, Sikasso, Bougouni et Koutiala, communément appelé projet NORAD, vient d'être lancé dans la capitale de l'Or Blanc. C'est une initiative de l'UNICEF qui devra être mise en œuvre par l'Académie d'enseignement de Koutiala
les collectivités territoriales et les comités de gestion scolaire. Le projet NORAD devra se concentrer sur l'amélioration de l'accès, de la rétention, de la réussite et de l'apprentissage des élèves à travers 5 produits majeurs. Professeur Abdoulaye Touré, chef du bureau de zone de l'UNICEF Sikasso. Améliorer l'accès à une éducation inclusive de qualité à 7000 enfants. Améliorer la qualité de l'apprentissage de 30 000 enfants et intégrer dans les écoles, créer un environnement d'apprentissage protecteur et propice pour 7 000 enfants et réintégrer ou intégrer dans les écoles, soutenir l'engagement de la communauté et la gouvernance des écoles, assurer la communication. L'élimination des obstacles à l'éducation des filles est un pan essentiel du projet NORAD. Toutes choses qui devront créer une opportunité authentique pour l'autonomisation et l'épanouissement des filles. Général de division Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala. L'une des composantes de ce projet se concentrera sur l'amélioration de l'éducation des filles, reconnaissant le besoin critique d'intervention ciblée dans ce domaine. Pour ce faire, une collaboration étroite sera établie avec l'initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles afin de gérer et de mettre en œuvre efficacement le projet. Le projet NORAD couvrira dans la région de Koutiala 10 écoles du fondamental 1 dans 9 communes des Caps de Koutiala, Mpesoba, Zangasso et Yorosso. Il devra durer 1 année. Koutiala, Brehima Kone, Amadou Dolo et Assistant Berté pour l'ORTM. Direction Sikasso, en 3e région face aux menaces récurrentes auxquelles les populations sont confrontées en période hivernale. Les acteurs régionaux réunis au sein du comité de village et la gestion des crises et catastrophes prennent donc le devant pour prévenir, sensibiliser, planifier et agir. Il s'agit à travers cette démarche inclusive, participative et multisectorielle de renforcer la coordination des efforts entre les services techniques, les collectivités et les communautés à la base en matière de prévention et de gestion des inondations. Compte rendu, Moussokoro Sérémé. Face aux risques climatiques et humanitaires, une réponse concertée des acteurs clés est plus que nécessaire. À cette rencontre du comité de veille et de gestion des catastrophes, elles sont autorités administratives et politiques, chefs de quartier, organisations de femmes et de jeunes, à miser sur l'intelligence collective, l'anticipation et la planification pour renforcer un bouclier humain face aux catastrophes. Kanté Marie-Claude Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Notre région, du fait de sa position géographique et de ses caractéristiques hydroclimatiques, est particulièrement exposée au risque d'inondation. Cette rencontre revêt donc une importance capitale. Elle nous offre l'opportunité de faire le point sur les acquis et les limites des actions menées lors des précédents hivernages, d'actualiser notre cartographie des zones à risque. Sur le terrain comme dans le quartier, l'engagement est total du côté des communautés de base. Si certains multiplient des actions pour renforcer les dispositifs d'alerte et de prévention, d'autres privilégient la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. Camille Saberté, secrétaire générale de la CAFO de Sikasso. Notre rôle, c'est de renforcer la sensibilisation et d'informer sur les conséquences de mettre les ordures dans les caniveaux. Quand il y a l'inondation, nous sommes les premières victimes. Abdrahman Sidibé, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. Nous avons déjà commencé à amorcer le recensement des zones à risque et pour pouvoir vraiment parer à toute éventualité en termes d'inondation. Il y a aussi le curage des caniveaux et surtout qui va s'amorcer bientôt. Les CDQ, à travers les chefs de quartier, font des sensibilisations, sans compter aussi l'appui de la commission assainissement au niveau de la mairie, qui aujourd'hui est en phase avec nos populations. De la concertation stratégique à l'action de terrain, le comité régional de veille et de gestion des catastrophes entend incarner une réponse coordonnée, inclusive et durable. Une dynamique qui place la prévention au cœur de la résilience territoriale et de la bonne gouvernance des risques liés aux aléas climatiques. Sikasso, Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Retour à Bamako, 29e session de l'Agence malienne de radioprotection Amarap. Sur la table des administrateurs, le bilan des activités 2024 qui ont été exécutées à 98%. Et l'Amarap espère faire mieux cette année avec un budget prévisionnel de plus de 537 millions de francs CFA. Abibatou dit Koyan Djakiti pour le point.
Le budget prévisionnel de l'agence malienne de radioprotection AMARAP s'élève à plus de 537 millions de nos francs pour l'exercice en cours. Et les attentes sont grandes pour 2025. Sori Ibrahim Koulibaly, directeur général adjoint de l'AMARAP. Les défis notamment de l'exécution des activités sur le terrain, notamment les structures minières, les structures industrielles et les structures de la santé. Ce sont les plus gros utilisateurs des techniques nucléaires au niveau national. Cela pour assurer le bien-être des populations et de l'environnement par l'utilisation des techniques nucléaires dans un cadre sûr et sécurisé. Il est à noter que l'AMARAP a atteint un taux d'exécution de 98% de ses activités en 2024. Djuro Bokoum, secrétaire général du ministère de l'Énergie et de l'Eau. Malgré le contexte difficile de notre pays, courant 2024, l'agence malienne de radioprotection a enregistré des résultats très encourageants, notamment le recensement de 36 nouvelles sources de radiation ionisante, portant à plus de 800 le nombre total de ces sources sur le territoire national. La délivrance de 44 autorisations aux établissements utilisateurs de sources de radiation ionisante, la conduite de 14 contrôles radiologiques dans les établissements miniers, industriels et sanitaires. L'AMARAP est un organisme public chargé de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire. Elle a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la radioprotection et d'assurer le contrôle des sources de radiation ionisante et de la gestion des déchets radioactifs. Radio Mali, 13h12. Actualité hors de nos frontières, au Sénégal. Des intellectuels montent au créneau suite à la nomination de Macky Sall à la fondation Mo Ibrahim. Le 8 avril dernier, cette fondation avait annoncé l'arrivée de nouveaux membres au sein de son conseil et du comité de prix Ibrahim pour le leadership africain. Un prix qui concerne également Macky Sall. Cependant, cette nomination de l'ancien président a occasionné une contestation au sein des cercles universitaires. C'est pourquoi hier, une soixantaine d'intellectuels et de professeurs d'université ont publié dans une tribune, si vous voulez, appelant donc à la fondation à revenir sur sa décision. Présidentielle au Gabon, les bureaux de vote ont ouvert ce matin leurs portes pour les électeurs. La population vote donc depuis ce matin pour choisir son prochain président. Pour l'occasion, plus de 900 000 électeurs doivent départager 8 candidats composés d'une femme et de 7 hommes, dont le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. De leur côté, les autorités font le nécessaire pour une forte participation à ces élections, surtout que les transports sont gratuits et la journée d'aujourd'hui a été déclarée fériée dans la capitale gabonaise. Au Soudan, la capitale du Darfour est sous le feu des combats depuis la reprise de la capitale. Concentrée principalement autour de la ville d'El Fasser, elle continue du moins de s'intensifier. Depuis la reprise de la capitale Khartoum par l'armée régulière des forces de soutien rapide, les combats n'ont plus cessé. Dernièrement, c'est le camp de Zamzam qui a été pris pour cible à la date d'hier, 11 avril. La veille, c'est le camp d'Abou Souk, donc à quelques kilomètres du nord, au nord de la ville d'El Fasser, qui a été bombardée, faisant au moins 15 morts. Sport, en football, le tableau des demi-finales de la CAN des moins de 17 ans 2025 qui se joue au Maroc est désormais complet. Les cadets maliens ont empoché donc le dernier billet ce vendredi et au plan local, le week-end sera marqué par les 8e de finale de la 64e édition de la Coupe du Mali. En cyclisme, le coup d'envoi de la 11e édition du Tour international du Mali sera donné ce dimanche 13 avril à Sikasso. Pour cette 11e édition, plus de 70 coureurs sont attendus. Ils vont parcourir une distance de plus de 707 km en 8 étapes à travers le pays. Le développement de l'activité sportive, c'est avec Famour Durté. Le Mali vibrera au rythme du vélo du 13 au 20 avril 2025 à l'occasion du 11e Tour cycliste international du Mali. 12 équipes, dont 3 du Mali, sont attendues à ce grand rendez-vous annuel de la Fédération malienne de cyclisme. La cérémonie de présentation des équipes s'est déroulée ce vendredi sous les auspices du ministre en charge des Sports, en présence du président de la Commission nationale d'organisation, Sidi Bagayoko, président de la Fédération malienne de cyclisme. La 11e édition du Tour cycliste international, qui prendra le départ à Sikasso ce dimanche 13 avril 2025, s'annonce ainsi comme un moment de consécration. Elle se déroulera sur 707,3 km durant une semaine.
Les délégations quittent Bamako ce samedi pour Sikasso où démarre la compétition avec un critérium. Les 3 équipes du Mali sont l'équipe nationale, l'équipe régionale du Kénédougou et l'équipe du district de Bamako, appelée les 3 Caïmans. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Ce tour est sous le haut patronage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Des instructions nous ont été données afin de nous assurer que le cyclisme continue à briller et à faire briller le drapeau du Mali. Les équipes étrangères, dont celle de la Belgique, promettent d'apporter une dynamique compétitive à ce 11e Tour cycliste international du Mali. Les cyclistes du Niger et du Burkina Faso complètent cette palette d'équipes qui devrait offrir un spectacle de haut vol sur les routes nationales. Djibril Dramé, président de la Commission nationale d'organisation du 11e Tour cycliste international du Mali. Par rapport à cette organisation, depuis 3 mois, nous sommes à pied d'œuvre. Aujourd'hui, on tend vers la phase d'opérationnalisation. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à toutes les villes que nous aurons l'opportunité de traverser pour la grande mobilisation afin de nous accompagner. 5 maillots seront en jeu dans ce 11e Tour cycliste international du Mali. Le maillot jaune, qui récompense le vainqueur au classement général par temps, sera sans doute convoité. En football, les 8e de finale de la Coupe du Mali commencent ce samedi avec 6 rencontres. Au stade Salif Keita Domingo de Kati, Derby Academy affronte l'AS Real. Au stade Moussa Diakité Utua de Bougouni, l'US Bougouni accueille l'association sportive de Korofina ASCO. Au stade Amaridao de Ségou, l'AS Bakardian de Baraouli offre son hospitalité à l'USFAS. À Mopti, au stade Barema Bokoum, ATS de Koro croise le fer avec Souni AC de Gao. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, à 16h, le stade malais de Bamako reçoit CS Diri de Diré. À 18h, le FC Diara joue contre le FC Gaoussou. Suite et fin, dimanche, avec le match Djoliba AC AS Alanson de Koutiala et Binga FC US Bougouba. Toujours en football, cette fois sur le continent, le Mali a arraché ce vendredi son billet pour le dernier carré de la CAN de moins de 17 ans, Maroc 2025, au terme d'un match haletant face à la Tunisie. Après un score de parité 1-1 à l'issue du temps réglementaire, les Aiglonais ont validé leur ticket pour la demi-finale au tir au but, 10 tentatives réussies contre 9. Page Mali Culture 2025. Aujourd'hui, nous partons donc à la découverte du site archéologique de Gao Sanei. Repéré dans la périphérie de Gao, Sanei était une ville marchande. Selon le Tariq S. Soudan et le Tariq El Fatah, le site culturel de Gao Sanei a été donc la capitale du royaume du Cao, ancienne appellation de l'actuel Gao pendant la dynastie des Diar. Pour en savoir plus sur ce site, qui retrace l'histoire du Gao, suivant ce dossier réalisé par Aloudissa Maïga dans le cadre de l'année de la culture. Situé à 6 km à l'est de la ville de Gao, le site de Gao Sanei est composé d'une butte anthropique d'une superficie de 38 hectares et de 6 à 7 mètres de hauteur et une nécropole située à 500 mètres au nord de la butte appelée cimetière royal. La butte comprend un monticule principal couvrant 35 hectares relié du côté ouest à un autre plus petit d'environ 3 hectares. Le site de Sanei est fondé entre 670 et 690. Mahamadou Soumeilou Traoré, chroniqueur traditionnaliste. Sanei, c'était la première ville de Gao. Ce site a connu plusieurs rois Songhouis. Certains ont régné ici à Sanei, certains à Koukia. Avant aussi qu'ils ne prennent le titre Songhouis, c'était les pharaons. Les pharaons de l'Égypte aux pharaons de Koukia. On en parle beaucoup dans la boucle du Niger de Pharaon Makabouti. Pharaon, c'est le titre honorifique des rois de Koukia, comme en Égypte antique. Girsey Bouna Touré, ancien directeur du musée du Sahel. Le site comprend une élévation. C'est des maisons qui s'étaient enfuies. Le vent de sable faisant son travail a recouvert cet endroit-là. Et à côté, il y a une espèce de plateau. Ce plateau-là serait le caveau royal, là où on enterrait la famille royale. Plus loin encore, il y a un cimetière, mais là, c'est le cimetière populaire. Ces 3 éléments-là ont constitué ce qu'on appelle le site de Sanei. Les sources historiques de Sanei évoquent l'existence de la ville royale et la ville marchande comme des villes jumelles à Cao, ancienne appellation de l'actuel Gao par les chroniqueurs arabes. Selon les Tariq S. Soudan et El Fetash du XVIIe siècle, le site de Gao Sanei a été au début du XIe siècle la capitale du royaume de Cao pendant la dynastie des Dia.
Mahamadou Soumaïlou Traoré, chroniqueur traditionnaliste. Ces gars-là ont commencé leur règne sur l'île de Koukia vers l'an 644. Le premier qui serait converti à l'islam, ça c'est le Zakoso. Il va transférer son palais de Koukia à Gao Sané. Il y a 31 rois qui ont régné à Gao Sané. Quand on me dit Sané, San, ça veut dire un chef, un roi ou un marabout. On les appelle tous des San. Maintenant, comme ce sont plusieurs rois qui se sont succédés là-bas, on est obligé de mettre le lieu au pluriel. Sané. Girsay Bouna Touré, ancien directeur du musée du Sahel. Il y a un archéologue cubain d'origine américaine qui est venu ici. Il s'est intéressé au site. Il a découvert effectivement des cimetières, pas comme tous les autres cimetières. Il y avait des stèles sur chaque tombole. C'est des stèles qui identifient que là, tel roi gît, tel cadi gît. On a découvert que la graphie de ces stèles-là était des graphies andalouses. L'Andalousie, c'est une partie de l'Espagne. Au niveau de Sanei, les fouilles archéologiques menées par les spécialistes ont révélé la présence de plusieurs structures en briques cuites ou crues et divers mobiliers datant des 10e et 13e siècles. Ce site, qui atteste de la richesse de Gao et de son rôle de métropole du commerce transsaharien entre le 8e et la fin du 13e siècle, fait face à des activités qui menacent son existence selon la mission culturelle de Gao. Mamadou Ndasamake, chef de la mission culturelle de Gao. Le site est classé sur la liste du patrimoine national depuis 2016. L'État est en train de prendre des dispositions pour sauvegarder davantage ce site-là encore. L'objectif est quand même de continuer à ce que le site soit sur la liste du patrimoine mondial. Mais ce qu'on a vu sur le site, c'est déplorable. C'est des choses qui dégradent le site. Comme beaucoup d'autres dans les septentrions du Mali, le site de Sanei était très fréquenté par les touristes avant la crise de 2012. Draman Ali Touré, secrétaire général des guides touristiques de Gao. Tous les guides de Gao, en fonction de leur travail sur le site, chacun a bénéficié de beaucoup de choses, construire des maisons, se marier, avoir des enfants. Vraiment, c'était très important. Les différentes études et fouilles archéologiques ont révélé la valeur scientifique, culturelle et historique du site de Gao Sanei. Il est un témoignage historique et culturel des civilisations médiévales de l'Afrique occidentale. Gao, Ali Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour l'ORTM. Voilà, c'est cette note culturelle, donc ça s'achève ce journal pendant que les 13h passées de 23 minutes à Nosombougou, dans le cercle de Kouroukani, et à Badogo, dans le cercle de Yamfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchinou, avec la complicité technique de Absé Traoré, mise en ligne, Badji Touré. Merci à Abraham Traoré qui a aidé à la rédaction de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivies du journal interrégional avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.